Bonsoir à toutes les personnes qui arrivent. Ce soir, je vais te parler, comme tu l'as vu dans mes stories peut-être, de une de nos plus grandes peurs, en tout cas une de mes plus grandes peurs, et je la retrouve très fréquemment en consultation avec les personnes que j'accompagne, donc je voulais t'en parler. Parce que cette peur, elle nous empêche de faire absolument tout. Elle nous empêche d'être en bonne santé, elle nous empêche de prendre les actions qui vont nous permettre d'atteindre nos objectifs. Elle nous empêche d'avoir des relations épanouissantes, elle nous empêche d'avoir notre métier de rêve, elle nous empêche de partir en voyage quand on veut partir en voyage. Cette peur, elle nous empêche de vivre, en fait, littéralement. Je m'en suis rendu compte parce que j'ai tendance à être très contrôlante, comme tu t'en ai parlé déjà dans une vidéo qui s'appelle constipé émotionnel, je crois. C'est un terme que j'ai, entre guillemets, utilisé assez tôt, où j'ai remarqué qu'il y avait des personnes qui avaient tendance à être plutôt donc, du style constipé émotionnel ou plutôt diarrhéique incontinent, entre guillemets. Et pour ma part, je fais plutôt partie du spectre côté constipé émotionnel. Donc, il se trouve que j'ai pu accompagner beaucoup de personnes dans mon cas qui ont ce même problème, entre guillemets, que moi, ou cette même stratégie, puisque c'est pas un problème, c'est quelque chose que tu as développé pour te protéger à un moment donné, et c'est la meilleure manière pour toi de gérer les choses, en fait, gérer ta vie. Donc, partir du principe que cette peur, elle n'est pas irrationnelle, que le fait d'être contrôlant, le fait d'être, ce que je dis, constipé émotionnel, ça fait pas de toi quelqu'un de mal ou de attardé ou je ne sais quoi. C'est un mode de fonctionnement, tout simplement, qui t'a permis de survivre émotionnellement jusqu'à présent. Maintenant, le problème, c'est que être constipé émotionnel, ça marche un temps, mais au bout d'un moment, ça te prive de tout. Donc la peur dont je veux te parler aujourd'hui, c'est la peur de ressentir. Et tu vas me dire, bah ouais, ça me concerne pas trop. Je t'invite à rester, juste pour voir. Parce que vraiment, combien de fois, quand j'accompagne des personnes, je leur demande, et c'est quoi le pire? Et c'est quoi le pire? Et c'est quoi le pire? Je t'invite à faire cet exercice d'ailleurs, si jamais, j'ai peur de perdre mon travail. Et quand on va au pire du pire du pire, il y a souvent cette peur qui surgit. J'ai peur de me sentir ça, de me sentir seule, de me sentir démunie, de me sentir en colère, de me sentir triste, etc. Et cette peur, elle m'a pour ma part beaucoup bloquée, mais je ne m'en rendais pas forcément compte sur le coup. C'est à force de ressentir que j'ai bien compris que j'en avais peur, parce qu'en fait, je faisais tout pour l'éviter. Et ma technique à moi, c'est d'analyser les choses, de les comprendre, de me dire de toute façon, il faut que ce soit fait, peu importe l'état dans lequel tu te sens. Autant te dire que ma première année de médecine a été émotionnellement un suicide total, parce que j'avais un objectif dans ma ligne de mire. Autant te dire que tout ce qui est autour, y compris comment je me sentais, c'était accessoire, voire un petit peu embêtant, parce que ça me ralentissait dans ma course. Donc je faisais tout pour le supprimer et ne pas le sentir. Et cette peur de ressentir, elle nous empêche tellement de choses, et certes des choses pas très agréables parfois, mais aussi de très très belles choses. Donc si tu as l'impression de stagner dans certains domaines de vie, que tu sais ce que tu dois faire pour ta santé, tu sais que tu devrais faire de l'activité physique, que tu devrais manger selon ta constitution, tu sais que boire glacé c'est pas bon pour toi, tu sais que manger trop de sucre c'est pas bon pour toi non plus, mais il y a ce truc qui t'empêche de changer cette habitude. Il y a en fait une part de toi qui n'a aucun intérêt à ce que tu changes cette habitude, parce qu'on va le voir, beaucoup de mauvaises, entre guillemets, ce qu'on appelle les mauvaises habitudes, sont des habitudes de compensation du ressenti. Donc pour ne pas sentir ça, je vais faire ça. Par exemple, moi quand j'avais tendance à me sentir un peu mal, parfois j'allais manger un peu de chocolat noir. Donc, jamais à un niveau très poussé, parce que je suis pas du genre à manger toute la tablette, mais j'ai remarqué ça quand même, que les jours où j'étais moins en forme, un peu triste, un peu ennuyée, etc., je mangeais plus souvent du chocolat. Ou alors, j'allais travailler plus, j'allais étudier plus, j'allais apprendre quelque chose, etc., etc. Donc il y a toujours une compensation au fait de ressentir quand on n'a pas envie de ressentir. Et c'est là-dessus que tu vas pouvoir observer si ta vie, elle facilite le fait de ressentir tes émotions ou pas. Donc, on va commencer avec un petit exercice, et je te propose de finir la phrase « Pour moi, ressentir,
c'est ou ça veut dire et tu peux terminer cette phrase. Et je t'invite à vraiment me dire ce qui te vient intuitivement comme ça. Et donc pour moi, je vais te dire les émotions ou ressentir des émotions. Pour moi, la fin de la phrase, c'est compliqué. C'est compliqué. Et c'est pour ça que j'ai entamé un travail sur l'émotionnel, sur tout ce que tu vois aujourd'hui, les empreintes, etc. Parce que pour moi, c'était compliqué. Donc je t'invite à finir cette phrase et voir ce que toi, ça signifie pour toi. Donc pour les personnes qui arrivent, vous pouvez terminer la phrase suivante. Pour moi, ressentir des émotions, ça signifie, ça veut dire ou c'est. 3 petits points. Donc vous finissez la phrase. Pour moi, ressentir des émotions, c'est. Et ça va t'en apprendre beaucoup sur ton rapport au fait de ressentir. Ça va t'en apprendre beaucoup au fait de vivre tes émotions. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent « Mais non, mais je les vis, hein, mes émotions. Je suis vachement triste, souvent je pleure, parfois je suis très frustrée, etc. » Et en réalité, quand on va creuser un petit peu, souvent l'émotion qu'on voit en surface, elle est là pour cacher une autre émotion. Donc je sais, ça devient un peu compliqué, c'est ce qu'on aborde dans les ateliers, notamment sur les émotions. Mais on peut toujours mettre une couche protectrice pour ne pas aller voir ce qu'il y a dans le lac. On peut toujours mettre de la glace sur la surface du lac pour ne pas aller voir ce qu'il y a dedans. Et on le fait tous, hein, plus ou moins. Je tiens à dire qu'il y a beau y avoir des personnes qui sont, entre guillemets, incontinents émotionnels, la plupart du temps, ils ont aussi une couche protectrice pour pas voir ce qu'il y a réellement en dessous. Donc ça peut être parfois une autre émotion, la couche protectrice. Et donc cette peur de ressentir, je me suis rendu compte que dans ma vie, elle m'empêchait de vivre beaucoup de belles relations. Elle m'empêchait d'être honnête et d'être authentique dans mes relations. Parfois, je préférais dire bon, ok, je vais le faire parce que voilà, sinon ça va créer un conflit, etc. Je préférais me taire, ne pas exprimer certains conflits que j'avais à l'intérieur pour ne pas risquer la relation. Et c'est toujours quelque chose que je travaille et dont je prends conscience au jour le jour. Que cette peur de ressentir, elle me fait rater beaucoup de choses. Certes des choses désagréables, encore une fois, mais beaucoup de choses très agréables. Donc cette peur, elle peut t'empêcher de vivre des relations épanouies, elle peut aussi t'empêcher de vivre tes projets. Par exemple, te lancer dans ton entreprise et la peur on va dire les peurs entre guillemets rationnelles de ne pas gagner suffisamment d'argent et ne pas pouvoir payer mon loyer. J'ai une famille à nourrir, donc je ne pourrais pas subvenir à nos besoins si je ne gagne pas suffisamment d'argent. Mais en fait, quand on va ok, ça arrive, tu ne peux pas subvenir à tes besoins et ceux de ta famille. Qu'est-ce qui se passe? Et là, ils me disent, je sais pas, il n'y a rien. Je dis, vous êtes sûr, il n'y a vraiment aucune solution? Si, je pourrais peut-être demander à de la famille ou des amis de nous héberger, de nous aider. Je pourrais aller au resto du cœur. Enfin, ouais, je peux peut-être demander, quoi. Ok? Et qu'est-ce qui se passait si vous faisiez ça? Je me sentirais un peu nulle, quoi. Je me sentirais 3 petits points. Je me sentirais redevable, je me sentirais coupable, incapable de subvenir aux besoins de mes enfants, par exemple. Et donc pour ne pas ressentir ça, je ne vais pas réaliser ce projet. Même si ça n'arrivait pas, hein, si ça c'est une possibilité qui arrive si jamais ça ne démarre pas tout de suite, etc. Mais vu qu'il y a cette chose qui est possible, on ne va pas le faire. Et je ne dis pas que toutes les peurs doivent être dépassées. Il y a cette notion parfois de dépasser ses peurs. Une peur, c'est comme un enfant qui ne veut pas sauter du plongeoir. On ne le pousse pas dans l'eau. C'est traumatique. Ça n'a aucun sens de faire ça. Un enfant qui ne veut pas sauter sur le plongeoir mais qui avait quand même l'idée d'y aller, on va l'accompagner. On va faire les choses avec lui. On va le rassurer. On va lui demander ce dont il a besoin, etc., etc. Et pour les peurs, c'est la même chose. Tu dois les emmener avec toi, tu dois les considérer comme des êtres qui ont leur mot à dire, sans qu'elles prennent le dessus. Ça, c'est toute la subtilité qui est très difficile à percevoir, même pour moi au quotidien, parce que j'ai des peurs, hein, comme tout le monde, et elles sont très fortes parfois. Mais c'est vrai que j'ai fait ma pratique de prendre plus conscience de tout ce qui émerge comme ça. Aurélien dit, pour moi, ressentir des émotions, ça peut être lourd. Voilà. Donc ça, après, une fois que tu as défini ça, tu peux observer c'est lourd où? C'est lourd où dans ton corps? Est-ce que c'est lourd dans ton ventre, dans ton cœur, dans tes bras, dans ta tête? Tu peux définir ça pour voir un petit peu où est-ce que ça se situe dans ton corps physique.
Ensuite, cette peur de ressentir, elle t'empêche de guérir, elle t'empêche de te rééquilibrer si tu as justement un problème de santé, des déséquilibres, des problèmes de sommeil, des soucis au niveau de ta digestion, etc. Combien de personnes qui sont accros au sucre ont peur de ressentir quelque chose? C'est normal, le sucre il est là pour nous éteindre le feu en fait, éteindre tout ce qui pourrait être trop piquant, trop agressif en fait en nous. Quand tu manges du piment, par exemple, tu vas prendre quelque chose de sucré comme du lait, quelque chose de doux. Le goût sucré en Ayurveda, on dit aussi que c'est le goût doux. C'est pas juste le goût sucré comme du sucre, ça va être aussi le gras en fait, ça va être tout le goût doux. Donc le goût doux, on y est addict, si on a besoin de arrondir les angles en nous, d'apaiser le côté piquant, le côté agressif en nous. Donc c'est pour ça que c'est une compensation qui est très très utilisée de nos jours, parce qu'en plus c'est pas très cher, c'est accessible facilement, c'est bon, etc. etc. Mais il n'y a pas que le sucre, hein, il y a aussi les drogues, il y a la cigarette, il y a l'alcool, il y a, qu'est-ce qu'on va pouvoir donner d'autre? Le fait de sortir beaucoup, Netflix, enfin toute forme de compensation en fait, qui va venir cacher un ressenti. Et aussi le fait de faire du yoga ou de la méditation, mais pas depuis un espace du cœur, depuis un espace de je vais faire du yoga, j'en ai besoin pour me recentrer, là je suis un peu dispersée, etc. Je vais me recentrer. C'est bien de se recentrer, mais si tu ne vas jamais voir dans la tempête et si tu ne vas jamais comprendre le chaos qui est en toi, ça va revenir encore plus fort, et encore plus fort, et encore plus fort. Donc c'est des pratiques qui, tout comme toute pratique finalement, c'est pas parce que c'est des pratiques dites spirituelles ou dites ancestrales qu'elles ne sont pas comme les autres, toute pratique peut devenir addictive. Hein. Travailler sur soi, ça peut devenir addictif. Étudier, ça peut devenir addictif. Travailler tout court, ça peut devenir addictif. Donc il faut faire attention à toutes ces actions-là et toutes ces substances qu'on prend pour ne pas ressentir. Donc ça va t'empêcher de guérir, ça va t'empêcher de t'épanouir dans ta vie de manière générale. Ça va t'empêcher aussi d'avoir une capacité à être abondant ou abondante, que ce soit au niveau santé, encore une fois, mais aussi au niveau financier, au niveau des relations, des rencontres, des opportunités. Il y a beaucoup de peurs qui sont associées au fait d'avoir beaucoup d'argent, par exemple. Si j'ai beaucoup d'argent, je vais me sentir observée, jugée parce que j'ai plus d'argent que les autres. Enfin bref, on peut toujours utiliser ce j'ai peur de me sentir dans toute situation. Et c'est normal que ces peurs, elles viennent pour, encore une fois, nous réguler. On n'est pas là pour éradiquer les peurs, je préfère le répéter parce qu'il y a beaucoup ça dans le développement personnel, de dépasser ses peurs, y aller quand même, foncer, etc. Si ça ne vient pas d'un état d'alignement, c'est aller droit dans le mur. Donc je tiens à le préciser quand même. Une autre chose qui est problématique quand on s'empêche de ressentir, c'est qu'on a catégorisé certaines émotions ou certains ressentis physiques dans ça c'est pas bien. Ça me fait du mal. Ça me coupe des autres. Parce que dans notre enfance, on nous a très vite conditionnés à si tu pleures, c'est ça qui se passe. Si tu te mets en colère, c'est ça qui se passe. Si tu vis n'importe quelle émotion un peu forte comme même la joie, c'est ça qui se passe. Et je tiens à parler de la joie parce que quand je parle de vivre ces émotions, je parle aussi de celle-là. C'est une émotion qui n'est pas forcément très facile à vivre vraiment. Pas la petite joie contente, mais la vraie joie qui prend tout le corps. La vraie joie qui t'envahit, qui t'ouvre, qui expand. C'est une émotion qui peut être réprimée parce que, par exemple, si pendant ton enfance, tu étais très heureux, très enthousiaste et qu'il y a un de tes parents qui rentre et qui te fait comprendre que lui, il n'est pas de bonne humeur et qu'il va falloir que tu te calmes. Ce genre de choses, par exemple. Ou que toi, tu es très content, tu te sens joyeux, joyeuse et qu'à côté de toi, il y a des personnes qui vivent des choses très difficiles comme un deuil ou comme avoir perdu, être malade ou autre chose. Et donc, on te coupe dans ta joie à toi parce que t'es pas censé être heureux à côté de gens malheureux, par exemple. Donc même cette émotion, elle peut être coupée. Cette émotion, ça devient un panneau danger. En fait, ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est que tout ça, ça va créer des zones de danger. Et à chaque fois que ton système nerveux va s'approcher d'une zone de danger, il va faire non, non, non plus. Donc par exemple, si tu associes, je vais donner des idées, si tu as peur des araignées, dès que tu vas voir des toiles d'araignée ou que tu vas voir une araignée quelque part, tu vas faire non, on va pas là, on va ailleurs. Si c'est très poussé. Je donnais cet exemple basique pour illustrer, mais c'est exactement pareil en termes émotionnels. Si tu vois par exemple quelqu'un qui se met en colère et que ça te stimule beaucoup, qu'est-ce que tu vas faire? Non, moi je suis non violent,
D'ailleurs, je vais me former à la communication non violente. Et de toute manière, la colère, c'est destructeur. Ça ne fait que engendrer des conflits. Et ça amène à des guerres. Voilà. Donc là, en gros, tu viens de justifier ta plus grande phobie, qui est de faire face à la colère, par des pseudo-théories comme quoi la colère, elle n'a pas lieu d'être, comme quoi la communication non violente, c'est ce qui est au-dessus de tout. Enfin, tu vas observer ça. Donc je tiens à en parler encore une fois parce que dans ces courants spirituels, entre guillemets, on peut vite arriver à ce genre de déséquilibre, de débordement qui n'ont rien de spirituel finalement. Ça n'a aucun sens de s'enfermer finalement dans une pratique et de se conformer à quelque chose uniquement parce que ça vient confirmer nos croyances finalement. Et on le fait tous, hein, on le fait absolument tous, on veut confirmer nos croyances, on veut avoir raison. On veut pas être stimulé dans nos peurs. Moi j'ai pas envie d'être stimulé dans mes peurs, c'est pas agréable. Je le fais parce que j'ai pas le choix, parce que la vie va m'exposer à des choses, mais c'est pas agréable, on n'a pas envie de ça. Donc on va toujours fuir tout ce qui va toucher à ces zones de danger. Donc si toi dans ta zone de danger il y a le fait de pleurer, en public par exemple, tu vas tout faire pour éviter cette zone de danger. Ce qui va pouvoir générer de l'anxiété par exemple. Tout ce qui est crise d'anxiété, problème anxieux, c'est que il y a la plupart du temps une peur de ressentir. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'il y a un truc que tu ressens qui commence à déborder, ça va créer de l'anxiété, qui va ensuite, une anxiété c'est une émotion, qui va donc créer de l'anxiété. Donc là, en fait les crises d'angoisse, c'est une anxiété sur une anxiété sur une anxiété qui n'est plus contrôlée. En fait, le corps il peut plus retenir tout ça. Et ça finit par une décharge en fait, une décharge de toutes ces peurs, de manière assez parfois violente. Hein. Les gens vivent des choses un peu compliquées lors de crises d'angoisse. Donc c'est en ça que finalement vivre ces émotions c'est beaucoup plus puissant et poussé qu'on ne le croit, et profond. C'est pas juste un point du développement personnel à la mode, c'est quelque chose qui va vraiment te permettre d'avancer ou de t'arrêter dans ta vie. Et surtout quand on va s'empêcher de vivre certaines émotions comme par exemple la colère, on va devenir passif dans la manière de le faire mais on va quand même l'exprimer. La colère elle s'arrêtera jamais de s'exprimer. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de personnes, surtout des femmes, qui me disent ne pas vivre de colère. Ça se voit sur leur visage, qu'il y a de la colère. Bon, parce que je suis entraînée à force, mais quand même. En fait, tu ne peux pas ignorer que tu as des émotions en toi. Et si jamais tu te dis, moi je ne suis pas une personne en colère, je n'exprime pas ma colère, ça va se passer de manière passive. Donc ce qu'on appelle le passif-agressif. Donc moi, si j'avais été toi, j'aurais fait comme ça. Au lieu d'exprimer clairement, ça m'a pas plu, comment t'as fait la chose, est-ce que tu pourrais faire différemment? Donc si tu as cette tendance à utiliser une forme de manipulation en fait du passif agressif dans tes mots ou dans tes gestes, le fait de claquer la porte, le fait de faire du bruit quand on n'est pas content pour que les autres s'en rendent compte, ce genre de choses, c'est qu'il y a de la colère qui est pas vécue en fait en général la plupart du temps, ce qui est la plupart du temps aussi lieu à des peurs de vivre cette émotion. Donc comme je disais, ça donne ce comportement passif-agressif, ça donne aussi des crises d'angoisse, donc des troubles anxieux, le fait de ne pas ressentir. Et ça va escalader ce qu'on ressent. C'est-à-dire que plus on va garder encore une fois ce qu'on ressent, plus ça va s'accumuler jusqu'à ce que ça explose. Ça peut exploser encore une fois sous forme de crise d'angoisse, mais ça peut exploser sous forme de violence, physique ou verbale. Ça peut exploser comme une dépression, comme un burn-out, enfin ça peut prendre plein de formes. Quand on a tendance à beaucoup contrôler ses émotions, son ressenti, on va très vite essayer de contrôler autre chose. Donc si ça devient trop présent par exemple, on va essayer de contrôler autre chose. La plupart des TOC, des troubles obsessionnels compulsifs, ça vient d'une sensation de perte totale de contrôle sur sa vie. Ce qui fait que la personne, elle va utiliser n'importe quoi pour regagner le pouvoir sur sa vie. Elle va lui donner une sensation de puissance sur ce qu'elle fait. Donc ça peut être allumer et éteindre la lumière pendant 1 heure. Ça peut être se laver les mains 10 fois. Ça peut être vérifier qu'elle a bien sa clé 10 fois, 15 fois, 20 fois. Parce que grâce à cette action, à cette activité, elle va se rappeler à chaque fois qu'elle a le contrôle sur sa vie. Donc tous ces troubles du comportement, des troubles émotionnels peuvent venir de ça notamment. Un besoin de reprendre le contrôle sur sa vie parce qu'on a l'impression de ne plus l'avoir en fait. Okay. Et si jamais tu es du style à être très contrôlant ou contrôlante sur ton mode de vie, sur ton alimentation, sur les personnes que tu vois, sur ton apparence, sur ton travail, sur la propreté, sur ta famille, enfin sur tout, si tu as tendance à être très contrôlant, à vouloir tout gérer, avoir
une compréhension de tout, c'est qu'en général, il y a une peur de ressentir. Parce qu'une émotion, tu ne peux pas la contrôler. Par définition, c'est impossible à contrôler, ce qui fait très peur à des personnes contrôlantes, parce que c'est comme ça qu'elles ont appris à survivre. Donc, quand on leur... C'est un peu comme si tu avais un logiciel contrôle, ou compréhension, on va dire ça, compréhension analytique par exemple, et que toi, on te parle d'un truc qui ne fonctionne pas avec ce logiciel. Donc, tu ne peux même pas, en fait, les vivre parce que c'est juste en dehors de ton système, en fait. Tu n'as même pas été prévu pour gérer ces émotions, puisqu'elles ne rentrent pas dans le logiciel contrôler, analyser, comprendre. Donc, c'est important d'avoir conscience de ça. Personnellement, j'ai remarqué que au moment où j'ai lâché un petit peu le contrôle sur mon mode de vie, sur mon alimentation, et que j'ai commencé à vraiment vivre plus fluidement, naturellement, de manger ce que j'avais envie et accès, surtout quand j'y avais accès, ça m'a beaucoup libérée, mais ça m'a aussi mis face au fait que c'était plus facile pour moi de vivre certaines émotions parce que j'avais compris que on ne peut pas tout contrôler en fait. Et c'est un travail que je fais toujours, c'est un chemin sur lequel je suis toujours, plutôt. Par exemple, on me disait au Mexique comment tu faisais pour manger bio, de bonne qualité, etc. Je mangeais pas bio, en fait. Enfin, si, quelques trucs, j'avais accès à quelques légumes exceptionnellement bio. Mais en fait, à un moment, j'ai lâché. J'ai dit, je peux pas manger bio en étant au Mexique, c'est ok. La peur de ressentir, c'est quelque chose qui est primordial d'avoir conscience parce que refuser de ressentir, c'est une forme de rejet de soi. Tes émotions, elles font partie de qui tu es. Et il y a pas, c'est pas un hasard si tu as arrêté de les ressentir ou si tu as diminué beaucoup leur intensité, c'est qu'on t'a fait comprendre à un moment donné que c'était pas ok de les ressentir. Donc pour survivre émotionnellement et relationnellement, tu as arrêté, en fait, tu as essayé de garder le contrôle sur toi-même. Sauf que c'est une forme de rejet de soi, ce qui veut dire que c'est l'inverse de s'aimer soi-même. C'est l'inverse de l'amour de soi. Donc une piste de l'amour de soi, il n'y a pas que ça bien sûr, c'est de vivre tout ce qui se vit en toi et si ça a besoin de sortir, que ça sorte. Et en plus c'est important parce que tout ce qu'on va pas vivre de notre part, de nous, on va le chercher à l'extérieur. J'en avais parlé dans ma série sur la reconnaissance de soi. Tu vas retrouver ça sur mon compte, il y a plein de réels sur la reconnaissance intérieure-extérieure, pourquoi on la recherche à l'extérieur, est-ce que c'est bien, etc. J'ai fait toute une série là-dessus. Mais en gros, tout ce que tu vas rejeter en toi, ça va être reflété à l'extérieur. Et ce qui est fou, c'est qu'on a tendance à, plus on se rejette soi-même, plus on va chercher à ne pas l'être par les autres. Parce qu'on va avoir peur qu'ils viennent nous montrer ça. Donc ça, c'est ce qu'on fait avec le travail avec les parts notamment. Moi, j'avais rejeté la part de moi qui est assez désorganisée, j'avais rejeté la part de moi qui n'a pas envie d'étudier tout le temps, j'avais rejeté la part de moi qui adore voyager. Enfin, j'avais rejeté pas mal de parts de moi, on le fait tous. En fait, notre identité, elle est basée sur les parts qu'on a gardées, celles qu'on met en avant. Ça, je t'en parle dans une vidéo sur la personnalité et les doshas notamment. Ça peut paraître un petit peu effrayant, mais ta personnalité, c'est juste un choix de quelle part tu choisis de me présenter au monde. Par exemple, moi, je suis quelqu'un d'introverti, ou je suis quelqu'un qui aime, je sais pas, qui aime le voyage, je suis... Donc tu vas présenter quelque chose comme ça, à l'extérieur, mais il y a toujours son inverse quelque part en toi. Donc plus tu vas rejeter des choses en toi, plus tu vas te montrer que tu n'es pas assez bien, donc c'est une forme de non-amour de soi. Et en plus, tu vas toujours avoir peur de l'être rejeté à l'extérieur, parce qu'il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas. Et donc ça peut donner beaucoup de conflits relationnels, beaucoup de rejets et des activations de la peur du rejet, parce que forcément, nous on se rejette, donc c'est évident qu'à l'extérieur ça va se manifester. Pour être très intime avec toi, ma toute première relation, ma toute première relation amoureuse, j'étais persuadée que il s'était trompé en fait. Il va se rendre compte au bout d'un moment qu'il a fait une erreur. Il va se rendre compte que je suis pas une personne pour lui en fait, clairement. Et j'en étais persuadée. J'étais tellement persuadée qu'au bout de 3 mois, il m'a fait comprendre qu'il allait partir. Et il est parti. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? Ouais, tu vois, je te l'avais dit. Il a fini par s'en rendre compte, c'est ça. Et en fait là, c'est la prophétie qui s'autoréalise, c'est-à-dire que je m'étais jeté moi-même un sort. Et finalement, cette personne est revenue dans ma vie un peu plus tard, où j'étais plus disponible, etc. Et à partir de ce moment-là, j'ai fait en sorte de faire attention à tout ce que je pouvais penser, tout ce que je pouvais ressentir de est-ce que je mérite ou non d'être dans cette relation.
tout ça pour dire que tout ce que tu vas rejeter en toi, ça va être de toute manière visible à l'extérieur. Et si tu as du mal avec des personnes qui sont très en colère, ou si tu as du mal à voir des personnes qui sont très tristes, ou tu ne comprends pas pourquoi les gens sont toujours anxieux comme ça, je t'invite à te retourner vers toi et à te demander, est-ce que moi, il y a des moments où je vis ça aussi? Est-ce que je le vis vraiment? Donc je t'invite vraiment à voir ça. Par exemple, j'avais du mal, il y a quelques années, à comprendre la dépression. Parce que moi, j'ai un amour tel pour la vie que je me disais, quand tu arrives en dépression, c'est que tu as tout épuisé. Tu as épuisé toutes les choses que tu aimes dans la vie et tu es dans un trou. Et je ne comprenais pas qu'on puisse arriver là. En fait, je me suis dit, mais il y a forcément un moment où il y a un truc qui va te rattraper, qui va te relever. Et en fait, il a fallu que j'aille le visiter en moi, cette part-là. La part qui peut être dépressive. Alors, elle n'est pas très forte, parce que je ne l'ai pas beaucoup exprimée dans ma vie. Mais il y a toujours ça. Elle est toujours présente quelque part. C'est ce moment où tu baisses les bras et tu te dis, mais à quoi bon, quoi? Mais pourquoi je fais tout ça? Donc j'ai été rencontrer cette part. Et c'était pas joyeux, hein. Je t'avouerai, je me suis souvenue qu'adolescente, notamment, j'avais beaucoup de moments de grande mélancolie où je me demandais ce que je foutais là, quoi, clairement. Et je suis pas la seule, j'en discute beaucoup avec les personnes que j'accompagne et je suis pas la seule là-dedans. Donc je te parle de mon exemple pour donner des exemples concrets, mais c'est pas juste basé sur ma propre expérience. C'est vraiment presque toutes les personnes que j'accompagne ont cette chose de, si elles ne veulent pas ressentir quelque chose en elles, ça va forcément se manifester à l'extérieur et elles ne vont pas aimer cette chose en général. Donc elles ne vont pas aimer, si elles ne vivent pas de la colère en elles, les personnes qui parlent fort et qui haussent le ton et qui se mettent en colère. Ou elles vont justifier que la violence c'est pas une bonne chose. La violence en effet c'est pas une bonne chose, mais c'est pas la colère qui crée la violence, c'est le réprimer la colère qui crée la violence. La colère divine entre guillemets. Je rappelle souvent que la Durga, c'est la déesse un peu courroucée de l'hindouisme, qui n'hésite pas à couper des têtes s'il y a besoin pour protéger les gens qu'elle aime. Mais Durga, quand elle est en colère, on dit qu'elle a un visage apaisé. Et je trouve ça très beau parce que ça montre que la colère n'a pas besoin d'être violente, justement. Qu'elle n'a pas besoin d'être moche. Ça peut être une colère divine, en fait, finalement. C'est ce que Durga incarne, en tout cas. Donc voilà, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser maintenant. J'ai terminé les points que je voulais aborder aujourd'hui. C'est une vidéo que je veux faire depuis plusieurs jours maintenant, que j'ai envie vraiment de te partager ça parce que je me rends compte à quel point ça a pu me bloquer et ça me bloque encore sur mon cheminement. Donc j'espère vraiment que ça peut t'aider à prendre conscience de quand est-ce que j'ai peur de ressentir quelque chose. Quand est-ce que la réelle raison pour laquelle je me lance pas dans ce projet que j'aime vraiment, c'est comment je vais me sentir. Pour donner un exemple, j'ai des personnes qui viennent souvent me dire j'ai peur de voyager seule. Ok, bon, à part je me fais kidnapper par la mafia ou je sais pas, toutes ces peurs-là. La plupart du temps, c'est j'ai peur de me retrouver complètement seule, me retrouver complètement impuissante. J'ai peur de me trouver nulle, par exemple, si c'est un pays où je parle pas la langue, tu vois, ce genre de choses. Donc va explorer. Quand tu bloques dans certains sujets, ne pars pas sur tous les aspects de ta vie parce que ça va être compliqué, mais s'il y a un sujet particulièrement qui te touche en ce moment, je t'invite vraiment à aller explorer s'il n'y a pas une peur de ressentir qui est cachée derrière. Durga représente-t-elle uniquement la colère? Non. Durga, elle a plein de facettes. C'est juste un aspect de Durga parce que les autres déesses de la Trinité, on va dire, de la Devi, Lakshmi et Saraswati, sont très pas du tout courroucées, donc elles vont pas du tout exprimer elles ont pas d'armes par exemple, elles ne portent pas d'armes, alors que Durga c'est une des déesses qui a des armes, qui a de quoi couper des têtes, qui a de quoi, etc. Et surtout elle chevauche un lion. Mais Durga c'est aussi la mère divine, elle représente tout. Il y a un très beau mantra que j'ai chanté, que j'ai récité quand j'étais à Malte pendant plus d'un mois avec, je crois que là il y a que 21 noms de la déesse, enfin 21 formes de Durga. Mais sinon, tu as facilement 108 noms de Durga, parfois 1000 noms, etc. Donc il y a plein d'aspects à toutes les déités. Donc, Durga, c'est donc la mère divine, c'est la protectrice, on dit que c'est la paix, on dit que c'est la compassion, on dit que c'est la beauté, on dit que c'est... Enfin, je t'invite, je vais peut-être te le mettre, si je vais mettre cette vidéo sur YouTube, je te mettrai en barre de description le mantra en question. C'est pas vraiment un mantra, c'est un texte, Devi Suktam, il me semble qu'il s'appelle. Je te le mettrai parce qu'il est très beau et j'aime beaucoup le chanter. Donc non, Durga, elle représente plein de choses. Mais la colère lui est souvent attribuée, on va dire.
La peur est aussi un moyen de préserver la vie quand il y a un danger, évidemment. C'est sa fonction principale. C'est pour ça qu'il ne faut pas la mettre de côté. Comme je disais, la peur, c'est un petit enfant qu'il faut accompagner et écouter et ne pas jeter dans la piscine pour le forcer à apprendre à nager. Eh bien, s'il n'y a pas de questions sur le sujet, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour les personnes qui étaient présentes au live et pour les personnes qui vont regarder ce replay. Je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année. Regardez au-delà de l'illusion quand vous avez par exemple des conflits relationnels. Je dis ça parce que ça peut arriver pendant ces moments-là. Reconnectez-vous vraiment à vous. Est-ce que ça vient de moi, de mon cœur? Et si vous avez besoin de temps pour processer les choses, pour de temps seul, etc., offrez-le vous. Mais prenez ce temps aussi pour vous recharger avec de belles énergies. Je vous souhaite de commencer la nouvelle année, bon on va se revoir je pense, mais de commencer l'année 2023 de manière alignée, qui vous fasse vous sentir puissant dans votre vie, puissante. Et puis de toute façon on va se retrouver avec toujours plus de contenu sur les émotions et sur plein d'autres sujets en 2023. Bon, et je vais vous laisser s'il n'y a plus de questions. S'il y en a pour les personnes qui regardent le replay, bien sûr, vous n'hésitez pas à me les mettre en commentaire de cette vidéo. J'aurai un plaisir d'y répondre. Vous pouvez aussi venir me voir en message privé sur Instagram, je réponds aux messages. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur Instagram ou sur YouTube. Allez, à bientôt!